J'ai reçu en fait sur ma page une question qui m'a amené à réfléchir. Et c'est une internaute en fait, c'est une personne qui me suit, elle me dit, je te suis depuis un moment et je vois les posts se ressemblent. Il y a une similitude en fait dans tes posts. Je me demande et je me suis demandé pourquoi ce thème. Est-ce que ce sont tes expériences personnelles? Est-ce que tu l'as vécu? Sinon, pourquoi ce thème précis en fait? Je me suis dit, oh là là, sûrement, c'est vrai que ça fait longtemps que je parle de l'absence de père. L'absence de père, j'ai fait une vidéo dernièrement sur la petite Valérie qui recherchait son père. Et sûrement, plusieurs sont à la maison et demandent, mais pourquoi ce thème précis en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'elle raconte ça? Elle en parle, elle insiste dessus. Alors, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, afin de te parler en fait de mon histoire, afin de raconter en fait les blessures que j'ai eues au travers de l'absence de mon père. Euh, Ça sera une vidéo longue. Je ne sais pas si je vais partager en fait toute la vidéo aujourd'hui. Peut-être je vais faire des découpages pour que ce ne soit pas très lourd. Et on en parlera au fil du temps. Voilà quoi. Donc si toi aussi tu es intéressé, si toi aussi tu veux savoir ce qui s'est passé dans ma vie pour que aujourd'hui je me positionne comme celle-là qui, entre guillemets, défend les enfants qui ont l'absence de leur père ou bien qui souffrent de l'absence de leur père, je prie que tu restes jusqu'à la fin et je prie vraiment que tu puisses être motivé, tu puisses apprendre quelque chose, tu puisses avoir un plus. Et voilà quoi. Reste jusqu'à la fin et à tout de suite. Merci. Coucou à toi et bienvenue encore sur cette chaîne. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur Guéris les cœurs brisés. Je prie et j'espère que cette vidéo puisse te retrouver en bonne santé. Je prie qu'elle te retrouve dans un état de pur bonheur. Alors, ici, je te parle en fait de la guérison des cœurs brisés comme la chaîne l'indique. Je partage avec toi mes expériences. Je partage avec toi mes difficultés, les situations qui ont eu la capacité de briser mon cœur, et je te propose aussi des solutions. Je partage avec toi les solutions qui m'ont aidé. Je partage avec toi euh, les stratégies que j'ai eu à mettre en place afin de pouvoir guérir de mon cœur brisé. Et puisque je sais que je n'ai pas encore vécu toutes les situations difficiles de la vie, j'irai à la rencontre d'autres personnes qui ont vécu d'autres situations pénibles et qui se sont relevées afin qu'ils puissent partager avec nous et leurs challenges, leurs difficultés, le temps qu'ils ont mis, comment ils ont fait pour s'en sortir, pourquoi ils ont pris la décision de s'en sortir, afin que, au travers de leur expérience, nous puissions être bien armés pour les difficultés à venir de la vie, et aussi guéris de nos blessures, guéris de nos plaies, guéris des situations qui ont brisé nos cœurs, afin d'être victorieux dans la vie, afin d'affronter le quotidien avec plus de motivation, plus de force, avec un mindset vraiment de conquérant et de vainqueur. Alors, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, c'est simple, très simple. Il se suffit juste de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de tout ce qui viendra, afin de recevoir gratuitement toutes les vidéos qui seront encore mises en ligne sur cette chaîne. Alors, si tu l'as déjà fait, on peut aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de te parler de mon histoire. Suite à la question de l'internaute, je me suis dit, bon, peut-être qu'il est temps que je partage avec toi, en fait, ce que j'ai vécu. Peut-être qu'il est temps que je partage avec toi les raisons pour lesquelles j'ai décidé, en fait, de me positionner comme celle-là qui défend la cause des enfants qui souffrent de l'absence de leur père. Alors, pour la petite histoire, je suis camerounaise, comme je l'ai dit. Ma mère est de la Ménois de Tchang et mon père est du nord-ouest et Boulou. Euh, il est Baminda en fait. C'est pourquoi j'ai même ce vêtement aujourd'hui pour lui rendre honneur. Ça fait partie, je dirais, ça fait partie, c'est pratiquement le seul cadeau que j'ai de lui, si je peux oser le dire. Voilà, le seul cadeau matériel, hein, il faut bien qu'on se comprenne. Bon voilà, j'ai décidé effectivement de porter ce vêtement aujourd'hui pour lui faire honneur. Il fait partie de mon histoire, il est là et je bénis Dieu pour sa vie. Alors c'est en fait
ça mes origines. L'histoire raconte que je suis née, mes parents n'étaient pas mariés. Je suis née d'une relation, je dirais, illicite. Parce que voilà, mes parents n'étaient pas liés par un lien de mariage. Et à ma naissance, en fait, papa n'était pas venu me rendre visite à l'hôpital. Maman s'est occupée seule. Maman était une femme abandonnée par le géniteur de son enfant que je suis aujourd'hui. Alors, c'est ainsi que j'ai grandi avec ma mère, avec mes sœurs. Je suis la cadette d'une famille de 5 enfants. Nous avons grandi à Bouddha, pour ceux qui le connaissent, dans le nord-ouest du Cameroun. Et voilà, l'absence du père à la maison, c'est clair que ça se faisait ressentir. Ce qui fait qu'à l'âge de 2, 3, 4 ans, on appelait les amis de maman qui venaient à la maison, homme, papa. J'appelais, je me souviens. On appelait les amis de maman. J'appelais les amis de maman qui venaient à la maison, homme, papa, les cousins, les oncles qui venaient à la maison, les cousins gentils qui venaient à la maison, papa. Je voulais appeler, je voulais aussi utiliser ce nom va pas dans mon vocabulaire. Je savais que voilà, il y a un papa, il y a une maman. Il y a un papa, il y a une maman. Il doit avoir un papa et une maman dans une famille, mais dans la mienne, ce n'était pas le cas. Mais je voulais quand même utiliser cette expression. Je ressentais en fait le besoin d'appeler quelqu'un papa. Donc, et puisqu'à la maison, il n'y avait pas quelqu'un qui dormait avec nous, qui était un homme et dont je pouvais appeler papa, je faisais donc l'effort en fait de le faire au travers. Je faisais l'effort d'appeler les personnes masculines qui venaient à la maison, qui étaient âgées, qui avaient, selon moi, la capacité de m'engendrer papa. J'appelais des oncles papa, j'appelais des tontons papa, j'appelais des cousins papa. Je me souviens, c'est quand un de mes cousins maternels était décédé que j'ai appris que j'ai su qu'il n'était pas mon père. Sinon, pendant longtemps, j'ai su qu'il était mon père. Je savais qu'il était mon père. Il venait très rarement à la maison, mais lorsqu'il venait, on tombait sur lui, on l'embrassait, on jouait avec lui. Surtout moi, on l'appelait papa. On était heureuse, on savait que papa est venu. Voilà alors, à l'âge de 3 ans ou 4 ans, maman nous amène voir papa. C'était à Bamenda, là où il restait. On s'est rencontrés au bar. Voilà, donc là-bas, je me souviens juste qu'on avait eu à manger et que j'avais eu à boire. Tout ce qui s'était passé après mon repas et ma boisson, je ne peux pas vous dire. Parce que j'étais encore petite et voilà, je ne me souviens plus de grand-chose. Ce qu'il avait dit, je ne sais pas. Ce que maman lui avait dit, je ne sais pas. Je ne sais pas comment la relation entre les deux se passait. Voilà tout ce que moi je retiens. On avait voyagé, on était arrivé, j'avais mangé, j'avais bu et on était rentré, c'était terminé. Bon, voilà. Après, je ne me souviens plus si j'avais toujours ce besoin d'appeler papa parce qu'avec le temps aussi, on grandit, j'ai grandi. L'enfant grandit, il a d'autres intérêts. À la maison, par exemple, on faisait le commerce, on faisait les travaux champêtres, on était très actifs à l'église. J'étais, par exemple, dans une école catholique et dans cette école catholique, en fait, je faisais partie de la chorale. Donc, on animait, je crois, c'était 1 ou 2 fois par an ou par semestre. Je ne me souviens plus de la fréquence avec laquelle on avait culte. Mais sinon, c'était un peu ça. Et je faisais partie de la chorale. Donc, et j'ai commencé le catéchisme très tôt. Donc, à l'école primaire, j'avais déjà ma première communion. Je l'ai fait dans l'église catholique. Donc, du coup, voilà ce qui occupait en fait mes journées, occupait mon esprit. Et par la suite, en fait, avec le temps qui passait, je me suis rendu compte que l'absence de papa se faisait de plus en plus ressentir. Je n'avais pas de papa à la maison. C'est vrai que je n'en parlais pas trop avec maman. C'est vrai que on lui posait souvent des questions genre maman, papa, où est papa? Pourquoi papa n'est pas là? Je ne peux plus vous dire exactement ce qu'elle répondait. Dans tous les cas, sa réponse ne nous donnait pas un père dans la maison. C'est tout ce que je peux retenir de tout ça. Mais avec le temps, le besoin de père se faisait ressentir. Si bien que, à l'âge de 16 ans, je me souviens encore, j'avais dit à une de mes cousines que oui, moi je veux devenir avocate parce que il faut que je traîne papa en justice pour qu'il paye pour tout le mal qu'il nous avait fait. Je vous assure que là, c'est un enfant blessé, un enfant de 16 ans blessé par l'absence de son père. Avec le temps, j'ai développé, mon âme a développé une certaine haine pour la gente
masculine. L'absence de papa me faisait vraiment tellement mal que je ne savais pas exprimer autrement qu'à travers la haine. J'avais un besoin de père dans mon cœur et je ne savais pas le combler. Comment le faire? Comment le faire? La haine envahissait mon cœur. Et pendant cette même période, dans l'adolescence en fait, je commençais à prendre mes décisions. Je commençais à envier la vie de ma mère. J'enviais sa liberté. J'enviais en fait le fait qu'elle puisse sortir le matin et revenir à l'heure qu'elle veut sans devoir donner des comptes à rendre à personne. Vraiment, j'enviais sa liberté. Je me disais, oui, voilà la vie que moi je veux. Demain, je ne veux pas aussi avoir un papa à la maison. Je veux faire mes enfants et me foutre catégoriquement de la relation père-enfant et père-enfant-mère dans ma maison. Voilà l'objectif, voilà l'idéal de vie que j'avais pour ma famille future. Je savais que, comme on le dit communément, même au Cameroun, plus précisément parce que c'est d'où je viens et c'est ce langage-là que j'écoutais régulièrement. Le premier mari d'une femme, c'est le travail. Le premier mari d'une femme, c'est le travail. Donc, pour avoir un bon travail, il faut aller à l'école, avoir de bonnes notes et se battre pour avoir un bon travail. C'était ça mon objectif. Donc, du coup, même avec mes petites amies au lycée que j'avais, lorsque la relation n'allait pas bien, lorsqu'on avait des soucis, moi, je ne me stressais pas trop. Je canalisais cette énergie-là, en fait, dans les études. Je disais que, bon, dans tous les cas, je n'ai même pas besoin d'un homme dans ma vie. Je dois juste aller à l'école, avoir de bonnes notes. Et puis, lorsque je réussis, je me bats à trouver un bon travail. Maintenant, après, je fais mes enfants, je m'en fous de la relation père-enfant. Voilà l'idéal que j'avais. Le problème, c'est que à la maison, c'est ce que je voyais. Je voyais maman faire ça. Je n'avais pas vu autre chose. C'est vrai que je voyais autre chose autour de moi, mais même les femmes battues, même les couples que je voyais autour de moi n'étaient pas trop des exemples, en fait. Autour de moi, c'était des femmes battues par leur mari si elles étaient mariées. Autour de moi, en fait, c'était les femmes qui vivaient certes avec des hommes, mais la majorité n'était pas mariée, vivant en concubinage. Il y avait certains qui vivaient depuis 20 ans en concubinage, depuis 10 ans en concubinage. Les femmes qui étaient mariées étaient des femmes battues. Ou bien c'était des femmes dont le mari est tellement frivole que tout le quartier est au courant. Et même dans la famille, il y avait aussi plusieurs femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui n'étaient pas mariées autant pour moi, mais avaient leurs enfants. Ou bien même si elles avaient des enfants ou elles avaient un mari, c'était un homme qui ne les avait pas épousées. Donc du coup, mon entourage ne m'encourageait pas en fait à penser autrement. Donc c'est pourquoi c'était pour moi l'idéal et j'avançais avec cela. Quand j'ai eu le bac en 2011, je quitte la ville, je quitte l'ouest pour Yaoundé. Là, j'ai commencé à faire mes papiers pour continuer mes études à l'extérieur. Alors, à Yaoundé, ce n'était pas très différent. Je vivais une vie de débauche, je ne vais pas mentir. Je faisais les boîtes de nuit, je prenais de l'alcool, je prenais du whisky et les Guinness, voilà mes goûts. Je n'étais pas dans les bières, vos trucs là, je n'étais pas dedans. Les 33 que les filles boivent là, je n'étais pas dedans. Ce n'était pas mon goût. Donc, je buvais que du whisky et du whisky non dilué, oui. Et je buvais des Guinness. Voilà les goûts que je prenais. Et je buvais pratiquement tous les soirs. Pratiquement tous les soirs. Il y avait toujours un homme là qui était prêt à nous inviter, ma cousine et moi. Donc, c'est la vie qu'on a menée. C'est la vie que j'ai menée lorsque j'ai eu le bac et lorsque j'étais un peu plus libre. Alors, quand j'ai eu mon visa ego, je ne devrais pas dire l'erreur, je ne vais pas dire, je ne sais pas si c'est une erreur aujourd'hui ou bien ou pas. J'avais laissé mon téléphone et mon numéro et ma puce à maman. Ce qui fait que quand je suis partie, les gens avec qui j'avais l'habitude de traîner, ils ont commencé à m'appeler puisque je n'avais dit à personne que je voyageais. Ils ont commencé à m'appeler, mais c'est maman qui décrochait. Un jour, elle appelle ici, elle dit que, mais Angela, elle vivait seulement quelle vie ici, là, au Cameroun. Elle vivait quelle vie là-bas à Yaoundé. C'est sûr que les hommes qui l'appellent, ça c'est une expression qui me fait rire jusqu'à aujourd'hui. C'est que dans la tête de maman, c'était sa petite fille là, qui ne connaît rien, qui est là, elle part à l'école, elle rentre, sainte et ni touche, mais elle ne savait pas ce que je faisais au fond derrière. Le fait que je lui laisse ma puce lui a un peu donné juste un petit aperçu, mais c'était genre tous les soirs on l'appelait. Tous les soirs, on l'appelait, c'était à elle de répondre, oui, elle n'est pas là, n'appelez plus ce numéro, nanani, nanana. Bref, elle était beaucoup, je ne vais pas dire persécutée, mais mes amis ou bien les connaissances que j'avais, à qui j'avais donné mon téléphone, faisaient que l'appeler tout le temps. Donc, voilà, c'était une parenthèse. Quand j'arrive alors ici en Allemagne,
je veux vous assurer que la vie, ma vie n'était pas trop différente. Mais il y avait quand même une retenue parce que en Europe, c'est pas comme au Cameroun. Au Cameroun, tu as beaucoup d'opportunités, tu peux sortir, tu peux faire des trucs. Mais ici, tu as des obligations, il y a le système qui te compresse d'abord. Et la langue aussi ne te donne pas une grande liberté. Euh, voilà, il y a tout ça en fait qui te fait d'abord te tasser. Donc du coup, quand je suis arrivée en Allemagne, c'est vrai que lorsqu'il y avait l'occasion de fêter, je ne manquais pas de fêter. Je mettais des mini-jupes, je mettais des mini-robes mollantes. Vraiment, je m'habillais comme plusieurs d'entre vous sûrement s'habillent. Je n'avais aucun souci avec ça, que ce soit des mini, que ce soit des hauts démembrés, que ce soit des robes très mollantes et qui montrent en fait tout ton corps. Voilà, en fait, c'était ça mon style vestimentaire. Je n'avais aucun souci. Donc voilà, je continue avec ce rythme-là ici et ma relation avec les hommes n'était pas trop différente. N'était vraiment pas trop différente de celle du Cameroun. J'avais toujours cette même pensée. Va à l'école, aie de bonnes notes, obtiens un bon travail et puis fais tes enfants. Tu t'en fous de la relation père-enfant et tu fais ta vie. Dans tous les cas, la liberté est mieux qu'avoir un homme qui te casse la tête à la maison. Ça, c'était l'image que j'avais des hommes. Les hommes, ce sont des personnes en fait qui cassent la tête. Voilà en fait voilà en fait la définition des hommes que j'avais en tête. Mais ça n'empêchait que lorsqu'un homme me courtise et qui m'invite à boire, je ne refuse pas. On va, il n'y a pas de souci. Après tout, bon voilà, on ne refuse pas un verre. Donc voilà la vie que je menais. Jusqu'à ce que un jour, un jour, un jour, je fasse un rêve qui a complètement changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Avant de parler en fait de ça, je veux juste faire un flashback et commenter chaque pas.